Avant de parler de formule, commençons par une question très simple. Qu'est-ce qu'une action? Imaginez une entreprise comme un grand puzzle composé de millions de petites pièces. Chaque pièce représente une action. Lorsque vous en achetez une, vous devenez propriétaire d'une toute petite partie de cette entreprise. L'entreprise vend des produits ou des services. Elle paie ses employés, ses fournisseurs, ses charges et ses impôts. Si de l'argent reste après toutes ces dépenses, cet argent constitue son bénéfice. Mais puisque l'entreprise est divisée en millions d'actions, une nouvelle question apparaît. Quelle part de ce bénéfice correspond à une seule petite pièce du puzzle? C'est exactement ce que mesure le bénéfice par action. Dans les rapports internationaux, ce chiffre est souvent appelé EPS, d'après son nom anglais. Dans cette vidéo, nous allons construire l'explication étape par étape. Nous verrons comment calculer ce chiffre, où le trouver, pourquoi il peut augmenter ou diminuer, et quelles erreurs éviter lorsque vous comparez des entreprises. À la fin, vous comprendrez pourquoi une société qui gagne plus d'argent au total n'offre pas nécessairement un bénéfice plus élevé pour chaque action. Bienvenue. Ici, nous expliquons la finance, les entreprises et l'investissement de manière simple et visuelle. Cette vidéo est proposée uniquement à des fins éducatives. Elle ne constitue pas un conseil financier personnalisé. La formule comporte 3 éléments. On prend le bénéfice net, c'est-à-dire l'argent restant après les dépenses, les intérêts et les impôts. On retire les dividendes versés aux détenteurs d'actions privilégiées. Puis on divise le résultat par le nombre moyen d'actions ordinaires en circulation pendant la période. Pourquoi faut-il retirer les dividendes des actions privilégiées? Les actions privilégiées représentent une forme particulière de participation dans une entreprise. Leurs détenteurs reçoivent généralement un dividende fixé à l'avance et sont servis avant les actionnaires ordinaires. En revanche, ils disposent souvent de moins de droits de vote, voire d'aucun droit de vote. La partie du bénéfice utilisée pour payer ces dividendes n'est plus disponible pour les actionnaires ordinaires. C'est pourquoi elle doit être retirée avant de calculer le bénéfice correspondant à chaque action ordinaire. Le nombre d'actions utilisées est une moyenne calculée sur la période. Si l'entreprise a créé ou racheté des actions en cours d'année, le chiffre publié peut donc différer d'une division effectuée avec le nombre d'actions actuelles. Prenons un exemple avec 2 entreprises technologiques fictives, Lumeria et Novaris. Lumeria réalise un bénéfice net de 5 millions d'unités monétaires. Elle verse 200 000 unités de dividendes aux détenteurs d'actions privilégiées. Son nombre moyen d'actions ordinaires est d'1 million. Après avoir retiré les dividendes privilégiés, il reste 4 800 000 unités pour les actionnaires ordinaires. En divisant cette somme par 1 million d'actions, on obtient un bénéfice de 4,8 unités par action. Novaris réalise un bénéfice net plus élevé, de 8 millions. Elle verse 300 000 unités de dividendes privilégiés et possède 2 millions d'actions ordinaires en moyenne. Il reste donc 7 700 000 unités. Divisé par 2 millions d'actions, elle donne un bénéfice de 3,85 unités par action. Novaris gagne davantage d'argent au total. Pourtant, Lumeria génère un bénéfice plus important pour chaque action. Cela montre pourquoi le bénéfice total ne suffit pas pour comparer 2 sociétés du point de vue d'un actionnaire. Il faut aussi savoir entre combien d'actions ce bénéfice est réparti. Mais attention, ce résultat ne prouve pas automatiquement que Lumeria est une meilleure Ogram-Young ou une meilleure opportunité d'investissement. Novaris possède peut-être une activité plus grande, investit davantage dans son développement ou se trouve au début d'une période de forte croissance. Lumeria peut aussi avoir bénéficié d'un revenu exceptionnel qui ne se reproduira pas l'année suivante. Le bénéfice par action fournit une information utile, mais il ne raconte jamais toute l'histoire. Où peut-on trouver ce chiffre? La source la plus fiable reste le rapport trimestriel ou annuel publié par l'entreprise. Le bénéfice par action apparaît généralement vers le bas du compte de résultats. Il figure aussi dans les communiqués de résultats et sur de nombreuses plateformes financières. Les plateformes sont pratiques, mais leurs données peuvent être retardées ou calculées sur une période différente. Pour une décision importante, vérifiez donc le chiffre dans le document officiel de l'entreprise et comparez au moins 2 sources. Que se passe-t-il lorsqu'une entreprise perd de l'argent?
Si le résultat net est négatif, le bénéfice par action devient lui aussi négatif. Cela signifie que l'entreprise a enregistré une perte pour chaque action pendant la période. Cette situation est fréquente chez de jeunes sociétés qui investissent avant d'atteindre la rentabilité. Un chiffre négatif doit être examiné, mais il faut surtout comprendre la perte et étudier la croissance du chiffre d'affaires, la trésorerie, la dette et le chemin prévu vers la rentabilité. Voyons maintenant pourquoi le bénéfice par action évolue avec le temps. La première cause est évidente, le bénéfice de l'entreprise change. Si les ventes progressent, si les coûts diminuent ou si l'activité devient plus efficace, le bénéfice net peut augmenter. Lorsque le nombre d'actions reste stable, le bénéfice par action augmente également. A l'inverse, une baisse des ventes, une hausse des dépenses ou une mauvaise année peut réduire le résultat et faire diminuer le bénéfice par action. La deuxième cause est moins visible, le nombre d'actions change. Imaginez une carafe contenant toujours la même quantité de boisson. Si vous la répartissez entre 4 verres, chaque verre reçoit une portion assez grande. Si vous devez remplir 8 verres, chaque portion devient plus petite. Le bénéfice de l'entreprise est la boisson. Les actions sont les verres. Lorsqu'une société crée de nouvelles actions, le même bénéfice doit être partagé entre davantage de parts. On parle alors de dilution. Même si le résultat total ne baisse pas, le bénéfice par action peut diminuer. Une entreprise peut émettre de nouvelles actions pour financer une acquisition, construire de nouvelles installations, rembourser une dette ou simplement renforcer sa trésorerie. Cette opération n'est pas toujours mauvaise. Tout dépend de la manière dont l'argent récolté sera utilisé. Si les nouveaux capitaux permettent de faire croître durablement le bénéfice, la dilution peut être compensée avec le temps. Mais si l'entreprise crée régulièrement des actions sans améliorer ses résultats, les actionnaires existants reçoivent une part de plus en plus petite. Le mouvement inverse existe également. Une entreprise peut racheter ses propres actions et les retirer du marché. Le nombre de parts diminue et le bénéfice restant est réparti entre moins d'actions. Le bénéfice par action peut alors progresser, même si le bénéfice total ne change presque pas. Les rachats peuvent être utiles, mais ils ne créent pas automatiquement de la valeur. Une société peut emprunter pour les financer ou payer trop cher ses propres actions. Il faut donc distinguer une hausse liée à l'amélioration réelle de l'activité d'une hausse provoquée uniquement par la réduction du nombre d'actions. Le bénéfice par action intervient également dans le ratio cours sur bénéfice que nous avons expliqué dans la vidéo précédente. Ce ratio divise le prix d'une action par le bénéfice généré pour cette action. Si une action vaut 100 unités et que son bénéfice par action est de 5, le ratio cours sur bénéfice est de 20. Le bénéfice par action se trouve donc au cœur de nombreuses comparaisons de valorisation. Si le bénéfice est temporairement gonflé, trop faible ou négatif, le ratio qu'il utilise peut devenir trompeur ou impossible à interpréter. Résumons les principaux avantages de cet indicateur. Il ramène le bénéfice de l'entreprise à une seule action, permet de suivre son évolution et facilite la comparaison de sociétés appartenant au même secteur. Mais ses limites sont tout aussi importantes. Il ne mesure pas directement la dette, la qualité des flux de trésorerie, le potentiel de croissance ou la solidité du modèle économique. Il peut progresser grâce à des rachats d'actions, être influencé par des choix comptables et devenir peu utile lorsque l'entreprise enregistre des pertes. Pour l'utiliser correctement, comparez des activités proches et observez plusieurs années. Cherchez la cause de chaque évolution, hausse du bénéfice, dilution, rachat d'actions ou événement exceptionnel. Complétez enfin l'analyse avec le chiffre d'affaires, la dette, les flux de trésorerie et les perspectives de l'entreprise. Retenez surtout ceci, le bénéfice par action répond à une question précise. Quelle part du résultat revient à chaque action ? Il ne dit pas à lui seul si l'action est bon marché, si l'entreprise est solide ou si son avenir sera favorable. Mais utilisé avec méthode, il constitue un excellent point de départ pour comprendre la rentabilité du point de vue d'un actionnaire. Cette explication vous a-t-elle aidé à mieux comprendre le bénéfice par action ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous souhaitez découvrir d'autres notions financières présentées de manière simple et visuelle,
pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.